Ça a démarré. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on est parti là pour une petite heure. Je pense qu'on va déborder parce qu'on a prévu beaucoup de contenu. On va essayer de faire court, notamment les premiers éléments. Et on prendra un peu plus de temps sur les... Plus on va se rapprocher d'aujourd'hui, plus on va prendre le temps. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons ressusciter les morts, à savoir les vieilles applications Microsoft que Microsoft a un peu oublié, que nous, on a déterré. Alors, on va continuer. La première chose, donc, voici tous les meet-ups de novembre, à savoir, bon, ce meet-up le 2, c'est à moi chargé, vous verrez. Le 10, nos amis de Rennes, en fait, c'est Nantes-Rennes, vont nous parler d'un Rex. Le 15, c'est Paris qui nous parle de 5 cas où les données peuvent tromper. Le 29, toujours l'émission, le dernier jeudi du mois, normalement, si je ne me trompe pas. Et la grande nouveauté cette année, c'est pour le mois de novembre, c'est la tournée. Le Club Power BI s'en va et se déplace, à savoir, il y a 3 dates. Marseille, Lyon, Lille, du 22 au 24 novembre. C'est toute l'après-midi et c'est qu'en présentiel. Attention, ce n'est qu'en présentiel, il n'y a pas d'enregistrement. Donc voilà, donc le club vient vers vous, l'ensemble des organisateurs, vous verrez, il y a quand même du beau monde qui sera présent. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, suivez les informations sur LinkedIn. On en publie régulièrement sur l'organisation de cette journée. Voilà pour les meet-ups de novembre. Et un petit mot maintenant sur ce qu'on a prévu pour Strasbourg. On a prévu cette année 4 meet-ups. C'est le premier de l'année, sur l'année scolaire. Il y en a un prochain entre le 15 et le 28 février. Là, on vous réserve une surprise. On est en train de trouver on va le faire en présentiel. Et là où on va, ça va être un lieu qui va être pas mal. Je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Et le thème, on l'a déjà, hein, David, c'est en lien avec ce lieu. Donc, suivez bien LinkedIn, on vous en parlera, on vous en dira plus. Donc, les Strasbourgeois, réservez déjà cette date-là. Dans un Vinchtube, non Jean-Pierre. Non, non, ce n'est pas un Vinchtube. Non, non, c'est mieux que ça. Et voilà, bah, ce sera la surprise, on vous en parlera plus. On a déjà les accords, on a même réservé les pizzas et les bières. Donc, tout est prêt. Il faut juste que, David, il faut quand même qu'on prépare le contenu, par contre. Oui, tout à fait, oui. Peut-être pas arriver comme ça, les mains dans les poches. Donc, voilà. Mais le thème, on l'a, le lieu, on l'a, les participants, on les a, on a tout ce qu'il faut, ça sera la surprise. Et puis, on aura un mois de mai, si j'ai bonne mémoire, et puis toujours début juillet, notre dernier meet-up. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Autre événement qu'on peut citer toujours en novembre, alors qui n'est plus l'apanage du Club Power BI à part entière, mais plutôt toute la communauté Microsoft, puisqu'on a le BISAPS, l'AMS et le Club Power BI. C'est le 17-18 novembre en mixte, donc en hybride, soit à Paris dans les locaux de Microsoft, au centre de conférence Microsoft, soit en ligne. Et il y a, vous voyez, 68 sessions, une grande keynote, 3 Ask des experts, 93 speakers. Donc, vous voyez, donc un grand événement autour de la Power Platform. L'événement, je ne l'ai pas précisé, il s'appelle le Power Platform French Summit. Microsoft est aussi un acteur sur cet événement. Donc, n'hésitez pas, on va parler de Power Apps, Power BI, bien sûr, de Power Automate, mais aussi un peu d'Azure et plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas, c'est un événement important. C'est toute la journée, c'est les 2 jours. La première journée, c'est plutôt décisionnel. Et la deuxième journée, c'est plutôt technique. Et en parlant de journée technique, j'ai ma petite session, créer des rapports parfaits Power BI. Donc le 18 à 16h dans les locaux de Microsoft. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres organisateurs qui ont leur session. Jean-Pierre, tu en as une, toi, non? Yes, je participe à une table ronde. Tu as participé à une table ronde. Donc voilà. Donc on parlera aussi de Power BI et puis les organisateurs du club seront présents aussi. Voilà, voilà. Allez, après ces petites annonces, on va passer aux choses sérieuses.
Le sujet de ce soir, allons ressusciter les morts ou l'histoire de Power BI avec David et moi-même, tous les deux membres de la société Métis et spécialistes de la data platform de chez Microsoft. Voilà. Un petit agenda. On va commencer par l'antique. Alors, on les a retrouvés, les anciens termes, pour pouvoir essayer d'organiser un peu tout ça, parce qu'il y a, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Alors, on a prévu l'Antiquité, c'est-à-dire jusqu'en 98, une période un peu plus dynamique qui va être la Renaissance, qui couvrira à peu près les années 98 et 2010. Les temps modernes, 2010 à nos jours. Bien sûr, on va faire le point sur aujourd'hui. Et puis, un mot très rapide sur l'avenir, comment elle peut se dessiner, sachant que je n'ai pas une boule de cristal. On ne vous expliquera pas ce qu'il y aura dans 5 ans, mais un peu vers quoi on tend aujourd'hui, ce qui apparaît. Allez, un petit rappel avant. Power BI, parce que c'est bien d'avoir cette vision aussi de ces trois produits. C'est Power BI aujourd'hui, c'est un moteur de chargement, de transformation, hein, ETL, extract, transform, load. J'extrais les données, je les transforme et je les charge dans Power BI. Le produit, tout le monde le connaît, c'est Power Query. Un moteur qu'on appelle couramment OLAP, hein, c'est les moteurs, le modèle, qui s'appelle Power Pivot. Et ce moteur pivot, Power Pivot, si vous regardez bien, quand vous lancez Power BI Desktop, il porte un nom un peu spécial et on va revenir pendant cette soirée. C'est SQL Server Analysis Services. C'est lui, Power Pivot. C'est son autre nom. Donc ce soir, on va pas mal parler de SQL Server Analysis Services. Et je vais en profiter pour faire un petit aparté. Vous voyez qu'ensuite, vous avez le WebView 2 pour différents modules qui sont intégrés à Power BI Desktop. Vous savez, il y a quelques semaines, quelques mois, Microsoft a abandonné son environnement Electron, qui était trop lourd probablement, pas assez performant, etc. Et l'a remplacé par son infrastructure qui s'appelle WebView 2. Donc déjà, on peut déjà citer, passer à trépas par Microsoft, son infrastructure Electron pour le remplacer par WebView 2. Mais on en aura plein d'autres, des exemples dans ce cas-là. Et bien sûr, le troisième module que tout le monde connaît, parce que c'est celui que tout le monde voit, hein, c'est la partie des visuels, qu'on appelle couramment la data vise. Donc, Power BI, c'est ces trois éléments. Donc, on va les retrouver un peu dans le découpage aujourd'hui de cette séance. Donc, ayez bien en tête un moteur de transformation, hein, le moteur de modèle, qui est chargé avec un SQL Server Analysis Services, SSAS, et la partie data vise. Allez, on va commencer, on va chercher vraiment très loin dans le passé. On va commencer en 98, même 79, je commence même en 79, par VisiCalc, le premier tableur qui nous donnera chez Microsoft Multiplan, qui était en mode texte, Lotus 1, 2, 3 qui viendra, mais surtout Excel, donc Excel et un tableur comme VisiCalc. Il fallait bien commencer par ça, puisqu'aujourd'hui Excel est toujours présent, et il était même un élément majeur de toute l'histoire de Power BI. Et on le verra, notamment David, il fera un grand focus sur Excel tout à l'heure. Donc, il fallait quand même aborder le vrai premier tableur qui était VisiCalc. Ensuite, toujours dans l'Antiquité, alors pour donner quelques points de repère, hein, je vous ai mis la création de Microsoft. L'Apple II qui était le premier à supporter VisiCalc, hein, c'est pour ça que j'ai cité, le premier PC 80, la première version de Windows sur le poste de travail en 85, la suite Office qui réintègre Excel, par exemple, et en 1993, Windows NT, qui était le premier version de Windows dédiée au serveur. Voilà, ça donne des petits points d'information. Maintenant, on va quand même s'intéresser à SQL Server, parce que c'est quand même là-dessus que où beaucoup de choses sont parties. Et je vous ai rappelé juste que le langage SQL, hein, il n'est pas mort, il est toujours actif. On a même en 2019 sa 10e version d'SQL, du langage SQL. Donc c'était Monsieur Code, ça ne s'invente pas, de chez IBM qui a inventé ce langage. Et la particularité de ce langage à ce moment-là, c'était qu'avant, il fallait adresser, les données étaient dans la mémoire, il fallait connaître l'emplacement de chaque donnée dans la mémoire, et il fallait l'adresser à l'endroit précis de la mémoire de la machine. Alors, ce n'était pas des grandes capacités de mémoire, hein, ce n'était pas les gigas qu'on a aujourd'hui, mais il fallait à l'époque, avant SQL, savoir exactement où on mettait la donnée, etc. Et c'était assez complexe. La particularité du langage SQL, c'était que, excusez-moi, c'était que on s'affranchit de cette logique-là, où on dit simplement je veux charger telle donnée de telle table, etc.
Et c'est ça qui a fait la force du langage SQL qu'on trouve toujours aujourd'hui. Donc voilà, je voulais le citer pour mémoire. La gestion des pointeurs, oui, Laurent, je suis d'accord. Si on parle d'SQL, on est obligé de reparler de Sybase SQL Server, parce que c'était vraiment le premier moteur SQL Server. C'était Sybase qui l'avait fait. Et en 88, Sybase a été voir Microsoft pour, décidément, avec Ashton Tate, pour porter leur moteur Sybase qui fonctionnait sur OS2, si j'ai bonne mémoire, pour le faire fonctionner sur Windows. Donc Microsoft a travaillé le portage de Sybase sur les environnements Windows, et c'est pour ça qu'il est sorti en 92 une version 100% Microsoft qui s'appelait SQL Server 4.2, si je ne mélange pas tout, ou c'est encore le travail avec Sybase, mais en tout cas, après cette version, Microsoft et Sybase vont se séparer. Microsoft rachète le code source de SQL Server et en fait un produit qui lui appartient en totalité. D'ailleurs, ils en ont profité pour migrer le code C en C++ progressivement, etc. Donc voilà, ça c'est l'histoire initiale des SQL Server on va retrouver par la suite plusieurs fois la suite des SQL Server. Alors ça c'est je vous ai annoncé 70 le plus loin, mais non, je vais encore faire pire. Je vais annoncer 1869. Alors vous me direz 1869, il a fumé quelque chose, le père Gégère. C'est n'importe quoi. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Mais non, on considère cette représentation comme la première DataVis. Alors je vais vous le décrypter un petit peu. C'est la campagne de Russie de Napoléon. Et ce qui est en dessous, en fait, c'est une carte. À droite, c'était à gauche, c'était le point de départ qui va jusqu'à la droite, qui est Moscou. Les éléments un peu couleur saumon, un peu rouge, un peu jaune, je ne sais pas, le rendu a été un peu changé. La couleur saumon, c'est le départ vers Moscou pour prendre Moscou. Sauf que si vous regardez bien, la largeur du trait est proportionnelle au nombre de soldats. Ils sont partis 420 000 et ils arriveront 10 000, si j'ai bonne mémoire. Sur mon écran, c'est un tout petit peu petit, je ne vois pas. Et vous voyez qu'en fait, ils ont perdu régulièrement pas mal de soldats. Et les traits noirs, c'est la retraite, c'est le retour. Et vous voyez que progressivement, ils vont arriver à plus grand monde. Et la cause, en fait, elle est en dessous, tout en bas. C'est le petit tableau graphique en bas. En fait, c'est les températures. Il semblerait que, je ne suis pas spécialiste de la campagne napoléonienne, il y a peut-être des historiens parmi nous, mais le froid fait beaucoup à décimer les soldats napoléoniens. Et voilà. Et donc ça, on doit ça à un monsieur qui était ingénieur des ponts et des chaussées à la retraite, il insiste. Et il nous a fait ce graphique. On considère que c'est la première database. Il y avait des représentations graphiques, hein, des courbes, des choses comme ça, bien allant à la vraie antiquité, là. Mais là, vraiment, ce monsieur a fait un gros effort pour représenter un petit peu la situation de la campagne de Russie. Voilà. Je sais pas la première fois que je le montre, mais je la trouve très bien parce qu'elle est très explicite. Allez, on va abandonner le passé lointain, on va avancer un peu. Et je vais vous mettre quelques éléments de repère. Je vous ai mis XML, alors vous me direz, tiens, bon, pourquoi XML? Parce que tout simplement, c'est que XML, on trouve encore dans Power BI du XML, mais à côté du JSON. Alors, quand on parle comme tout à l'heure, de SQL Server Analysis Services, il est développé, le code est supporté en XML, mais la partie moderne de Power BI, lui, est en JSON. Donc, Microsoft a abandonné progressivement le XML. Donc, on peut déjà citer comme cadavre aussi XML. Et je vous ai mis SharePoint. Alors, SharePoint, parce que très longtemps, ça avait été une brique technique. Notamment, vous en verrez, on va en parler plusieurs fois. C'était une brique technique pour supporter sur les machines chez soi, partager les graphiques, etc., sur différents produits qu'on va aborder avant de l'avoir exclusivement dans le cloud sous forme de Power BI service. .NET, leur framework .NET, qui est l'environnement dans lequel, par exemple, va être développé Power Query. Donc voilà, donc c'est un environnement de 2002. En 2003, ça j'aime bien parce que 2003, il s'est passé une chose importante chez Microsoft. Et c'est pour ça notamment que vous ne verrez pas de produits qui étaient estampillés 2004. C'est qu'en 2003, Microsoft arrête tous les développements du jour au lendemain.
et envoie tous les ingénieurs en formation sur la sécurité. C'est à ce moment-là qu'on a abandonné, Microsoft a abandonné les systèmes totalement ouverts, permissifs, etc. Il a dit aux ingénieurs, maintenant, quand on développe, on bloque toute la sécurité, etc. Et c'est quelque chose qui est maintenu, qui fait que maintenant Microsoft est aussi un acteur majeur de la sécurité, avec la suite Defender pour ceux qui connaissent. 2008, Azure qui va jouer un rôle aussi dans Power BI plus tard, puisque c'est en partie leur infrastructure, leur data center qui vont supporter Power BI. Et là, je vous ai sorti la première version complète d'Office 365, la version mix cloud et poste de travail. Donc voilà, ça c'est des petits points de repère pour voir un petit peu comment ça évolue. Et alors, ce que j'adore dans SharePoint, je vous ai préparé, c'est que j'ai retrouvé tous les noms de SharePoint. Alors, Office Server, SharePoint Portal, SharePoint Team Service, SharePoint Service, Portal Server. Bref, Microsoft, au fur et à mesure des temps, a renommé la suite SharePoint, mais globalement, on a toujours utilisé notamment SharePoint 2010, 2013, etc., qui ont été des briques extrêmement importantes dans l'histoire qu'on va raconter. Allez, voilà, on va attaquer vraiment le dur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la version 4 d'SQL Server. Et là, on va parler de la version 7, puisque c'est quelque chose qui va être important, puisqu'en 98 va sortir SQL Server avec un module additionnel qui est SQL OLAP Service, qui en 2000, va changer de nom, il va s'appeler SSAS, SQL Server Analysis Services. Donc, voilà, c'est l'apparition vraiment du moteur qui nous donnera Power BI plus tard, et j'aurai l'occasion d'en revenir. On va voir aussi en 2000 un module qui s'appelle DTS, et je reviendrai juste derrière, gardez-le en mémoire, DTS, et surtout aussi la partie SSRS, la partie reporting, c'est-à-dire la partie où on pouvait enfin sortir des rapports, des documents, sortis à partir des données, que ce soit avec Analysis Services ou directement SQL Server. Mais là, c'est vraiment le point de départ des outils, des services qu'on va utiliser par la suite. En 2005, on va voir vraiment apparaître la suite MSBI, comme on l'appelle, Microsoft Business Intelligence, et SSIS va faire son apparition à la place de DTS, le même module, sauf qu'ils l'ont réécrit, et donc il a abandonné son nom Data Transformation Services pour SQL Service Intégration Services. Et bien sûr, là, la suite est complète. SSIS, SSRS, SSAS, les trois modules de MSBI sont là, ils sont prêts pour la suite. Et je vous ai mis aussi 2009, vous vous souvenez tout à l'heure, je l'ai dit, Azure, c'est 2008. En 2009, Microsoft propose d'héberger la base de données SQL Server sous le nom d'SQL Azure Relational Database, qui deviendra aujourd'hui Azure SQL Database. Alors, pour ceux qui voulaient regarder, qui veulent savoir un peu à quoi ressemble SSIS, c'est un outil, c'est toujours actif, hein, et là, ils n'ont pas enterré. C'est un outil très graphique où on met des cases et on enchaîne les flux. Et voilà, il y a des transformations. Le premier, c'est l'acquisition de données, les blocs jaunes en haut. Ensuite, on a des modules de transformation et le bloc jaune, le bloc vert, ou l'avant-dernier bloc vert, c'est un module de fusion, un merge, hein, comme le fait Power BI, Power Query. Et le dernier, c'est le chargement. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui veulent regarder à quoi ressemble SSIS. Un petit regard de SSRS. Alors, SSRS, beaucoup pensent d'abord que c'était des grands listings. Pas seulement, on avait aussi les modules de représentation graphique. Des gens pouvaient faire des représentations graphiques, des camemberts, des représentations à bas, etc., des courbes, etc. Et là, vous avez vraiment en 2005 avec le menu d'Office, etc. Voilà, donc ça c'est la partie SQL Server. Et je vous ai fait un petit aparté parce que ça avait été un module qui était relativement intéressant à l'époque, mais il a été lancé par Microsoft et abandonné en 2009, lancé en 2007 et abandonné en 2009, qui était issu de l'acquisition de ProClarity et de GridPlans, à savoir que dedans, chacun fournissait un produit qui s'appelait Business Scorecard Manager 2005 et Planning Server. Alors, à quoi ça ressemblait? Alors, c'était une brique qui se mettait sur SharePoint et qui permettait de faire des choses très visuelles. Mais ce n'est pas resté bien longtemps puisque Microsoft avait d'autres envies.
d'autres changements. Et bon, voilà. Donc, celui-là, on peut le mettre dans la partie cadavre, planqué dans les placards de Microsoft. Il existe toujours, hein, vous pouvez le charger, mais globalement, c'était déjà très difficile à paramétrer et à utiliser. Et je crois qu'on pourra en parler peut-être tout à l'heure avec David. Lui, il a fait une tentative de ressusciter un SharePoint 2013 et c'est d'essayer d'y remettre des choses. Et puis, moi, on en parlera. Je vous laisse la surprise, je ne veux pas tout teaser maintenant. Donc voilà, donc c'était très très visuel, cette partie, ou quelques graphiques, etc. Et ça a donné déjà un beau changement de ce qui se faisait à ce moment-là. Et c'était de la page web, hein, donc accessible dans n'importe quel navigateur. Voilà. Alors on va quitter un peu cette période que j'ai appelée la Renaissance, hein, qui nous met en place les principaux outils. On va parler maintenant des temps modernes, des choses un peu plus récentes, puisqu'on va commencer aux alentours de 2010. Et pour moi, 2010, c'est vraiment l'année charnière de tout. Et avant de parler de cette année charnière, de ce qu'il faisait, je vous donne juste pour mémoire, Microsoft rachète DataZen, qu'on pouvait installer comme un serveur, donc une société qui proposait un produit. Je vous montre à quoi ça ressemble pendant ce temps-là. Voilà, donc c'était des KPI très très visuels, très graphiques, etc. Vous aviez des petites vignettes comme ça. Là, c'est la représentation de ce qu'on pouvait obtenir sur le serveur. Donc, il y avait des dashboards, il y avait des KPI, etc. Et puis après, ils ont récupéré ça, ils l'ont mis sur la partie donc SQL Server Reporting Services, hein, qui s'appelle encore aujourd'hui les KPI. Et Microsoft vient d'annoncer qu'avec la prochaine sortie d'SQL Server, donc la version 2022, c'est la fin de ces KPI et c'est la fin de ce qui était DataZen. Alors Microsoft, quand il retire des choses, c'est pas forcément pour le plaisir de retirer, ça correspond à des tendances de marché, et surtout, j'imagine qu'ils conservent un peu les développeurs et ils les associent sur leur gamme de produits principaux. Donc voilà, je voulais juste vous citer par rapport à cette année 2015. Maintenant, je vais vraiment passer sur la partie qui m'intéresse, 2010. Et c'est là que Microsoft sort de son chapeau avec une entité qui s'appelle Microsoft Research, qui sont des vrais chercheurs. C'est Dr Machin, c'est Dr Truc. C'est vraiment des grands chercheurs. Ils essaient de travailler avec 10-15 ans d'avance. Et ils nous ont sorti à ce moment-là un produit qu'ils ont appelé X-Velocity, c'est le nom commercial. Qui peut se décliner en Vertipack. Alors ça doit parler à certains, puisque c'est le moteur qu'on trouve dans Power BI. Hein. On trouvera aussi ce Velocity décliné dans un autre module qui s'appelle Power Pivot, qui s'écrivait initialement, c'est pas une faute, hein, qui s'écrivait attaché, et plus tard, comme aujourd'hui, on le trouve en 2 mots, et ça, David va nous en parler. Et dans la partie SQL Server, on trouve ça sur le nom de Column Store Annex. Le principe de X-Velocity, c'était de faire des traitements massivement parallèles, enfin, massivement actifs, d'aller très très vite, selon 2 techniques. On fait tout en mémoire, ce qui était un changement par rapport à ce qu'il faisait avant, où on avait plutôt des accès disques qui ralentissaient pas mal. En plus, je vous rappelle qu'à l'époque, les disques, c'était des disques magnétiques. Hein. Donc le temps d'accès de la donnée, c'était 10 millisecondes, hein, typiquement. Hein. Donc voilà, on commence à avoir un peu plus de mémoire sur les serveurs et on pouvait passer sur du in-memory. Et la deuxième chose, c'est qu'on va on va compresser les données sous un stockage en column store. C'est-à-dire que plutôt que stocker des lignes, on va stocker toutes les colonnes, on va faire des distincts, toutes les valeurs distinctes. Et on va voir pour identifier une ligne, c'est un bitmap, c'est-à-dire pour telle colonne, je prends la 3e valeur distincte, sur la 2e colonne, je prends la 12e valeur, etc., etc. Et donc chaque ligne était beaucoup plus rapide, plus compressée, etc. Et c'est comme ça qu'on va compresser. Donc ça, c'est X-Velocity. Et pour moi, ça, c'est vraiment le moment charnière qui va nous donner Power BI. Parce que voilà, cette façon de gérer va changer. Et d'ailleurs, on va le voir dans SQL Server 2012. Je vous ai parlé tout à l'heure de SSAS qui est sorti dans les années 2000, à partir de 98. En fait, c'était ce qu'on appelait du multidimensionnel. Et là, en 2012, Microsoft nous propose ce graphique pour comprendre un petit peu les changements du paradigme de SSAS. C'est les 2 dernières colonnes de la zone bleue qui va m'intéresser. C'est que
première colonne qui s'appelle multidimensionnel MDX Rollup Molap. Ça, c'est ce qu'on avait avant. C'était les cubes multidimensionnels. Et à partir de 2012, Microsoft va rajouter dans SSAS une deuxième gestion de modèle, qui est le modèle tabulaire avec le DAX. Et oui, c'est à ce moment-là qu'est sorti le DAX, le langage tel qu'on le connaît. Le moteur, c'est le Vertipack, je vous en ai parlé, hein, une déclinaison de XVelocity. Et la possibilité soit de faire de l'import, soit faire du direct query. Donc à ce moment-là, on va avoir en 2012 deux moteurs SSAS qui cohabitent. Vous choisissez, quand vous faites l'installation, vous choisissez l'un ou l'autre. Et soit vous travaillez dans le mode traditionnel, qui était les cubes multidim, soit maintenant vous travaillez dans le mode tabulaire. Alors pourquoi tabulaire? Parce que c'était un des paradigmes initiaux de Microsoft, mais que je trouve que pas forcément. Moi, je préfère le schéma en étoile, même pour le tabulaire. L'idée de Microsoft à ce moment-là, c'est de dire on peut prendre les deux tables telles qu'elles sont stockées dans l'origine. Et comme ce sont les tables naturelles telles qu'elles sont dans la source de données qu'on va travailler, comme ce sont des tables, on va appeler ce modèle le modèle tabulaire. Donc voilà même l'origine du mot. On va attaquer les tables d'origine sans transformation, alors que le multidim supportait presque exclusivement, en tout cas, c'est comme ça que Ralph Kimball, qui avait théorisé tout ce moteur Rollup. Je me demande d'ailleurs s'il n'a pas participé à la création de SSAS. Il me semble que moi, j'ai vu des choses où ce monsieur Kimball, Ralph Kimball, a participé à la création de SSAS. Mais ça, j'ai un doute, je préfère dire que je ne suis pas certain. Et voilà, donc à partir de ces modèles indépendamment, et l'idée en 2012, c'était d'utiliser n'importe quel modèle, que ce soit le multidimensionnel ou le tabulaire, comme n'importe quelle source SSAS, et on pouvait utiliser donc, et vous voyez en haut, n'importe quelle application qui était capable de se connecter, les outils de reporting comme Reporting Services, Excel, qui fonctionne indépendamment dans les deux modes, et Power Pivot, là c'est la partie, on en parlera après, c'est la partie dans SharePoint, et puis bien sûr les inside SharePoint, comme par exemple pourrait l'être Performance Point, ou d'autres modèles qui existent. Alors là, je suis assez fier de moi parce que et c'est une des surprises que je voulais vous réserver, avec David, on a retrouvé l'origine du projet qui donnera plus tard Power Query. C'est lancé en 2011. Et c'était dans ce que Microsoft appelait à ce moment-là, a sorti, et ça a duré juste quelques années, peut-être 2 ans, les Azure Labs, les Azure Labs, il y avait même AS. Il y avait plusieurs produits dedans, et dont un qui s'appelait le Microsoft Codename Data Explorer. Donc, alors, Data Explorer, ne mélangez pas, ça n'a rien à voir avec le produit aujourd'hui qui s'appelle Azure Data Explorer, qui utilise le langage Custo, etc. Pour ceux qui connaissent, ça n'a rien à voir. Ce sont deux produits différents qui sont trouvés par hasard nommés de la même manière. Mais à ce moment-là, on a effectivement ce projet qui n'avait pas de nom officiel encore, puisqu'il appelait Microsoft Codename, nom de projet, Data Explorer. Et ça fonctionnait aussi sur la plateforme Codeplex. Alors Codeplex, vous pouvez chercher, vous ne trouvez plus aucune référence à Codeplex, que des pointeurs, parce qu'au moment de la RGPD, Microsoft a préféré supprimer, détruire son produit en ligne Codeplex sur lequel on pouvait changer, on pouvait faire plein de choses. Et il l'a détruit du jour au lendemain parce qu'elle ne supportait pas la RGPD. Ils n'ont rien gardé, hein. Ne cherchez pas, vous ne trouvez rien. Alors, à quoi ressemblait ce fameux Data Explorer? Voilà. Vous choisissiez des sources de données, il y en avait quelques-unes, vous voyez, pas beaucoup. Et ensuite, vous aviez un petit module de transformation. Et là, je trouve qu'on peut déjà essayer de retrouver un peu la logique de ce que sera Power Query avec les quelques transformations en haut. Et pour ceux qui avaient un doute, dans le blog, dans le forum dont j'ai retrouvé, qui existe toujours, hein, on retrouve encore le forum dans lequel les gens pouvaient échanger. Donc, je crois que j'ai la date en 2013. Microsoft annonce que le projet Data Explorer va se nommer Power Query pour Excel. Voilà, donc pour ceux qui se posaient d'où venait ce projet, maintenant vous savez, c'est Data Explorer, nom de code d'un produit Microsoft qui n'a jamais vraiment vu de jour, sauf que à être remis au goût du jour sous la forme de Power Query for Excel.
Voilà. Ouais. Et là, je te laisse la main, David. Ouais, merci Philippe. Ouais. On garde ton écran, je te dis qu'on passait les slides. Si tu veux, comme tu veux. Ok, donc on repart un peu sur l'année 2010 et notamment avec Microsoft Office, puisque donc on va retrouver des outils dans Excel qui vont être utilisés par la suite pour construire Power BI. Donc dans Office 2010, Excel notamment, on va retrouver ce qui va donner naissance à Power Pivot, qui était d'abord disponible via SQL Server 2008, en 2010 toujours, dans l'année 2010, mais sur serveur 2008, puis dans SQL Server 2012, puis vers fin 2012, il a été rendu disponible en téléchargement indépendant en tant que add-in pour Excel 2010. Et d'ailleurs, ça s'appelait Microsoft Excel Server 2012 Power Pivot pour Excel. Et donc, ça permettait d'intégrer cet add-in dans Excel pour pouvoir se connecter à une source de données et puis construire un modèle de données un peu plus correct dans Excel. Suivante, s'il te plaît. Donc, toujours en 2012, mais un peu plus tard dans les années, on va avoir un autre outil qui va être associé donc avec Excel. C'est Power Query qui vient après, dans la chronologie des outils Power qui sont mis à disposition dans Excel. On a tout d'abord Power Pivot, et donc un peu plus tard, on a Power Query qui vient s'ajouter en tant que add-in ou add-on, bon, donc téléchargeable pour s'intégrer dans Excel et qui viendra progressivement remplacer un outil qui existait toujours dans Excel, qui s'appelle MS Query. Donc, il y a la cohabitation entre MS Query et Power Query pendant un certain temps. Donc, pour requêter des données, faire une connexion à une source de données, et donc faire une transformation des données avant de les injecter dans un modèle de données comme Power Pivot. Et donc, le premier annoncement s'est fait, comme l'a mentionné Philippe, en juillet 2013. Suivant. Excel pour Office 2013, on a un peu d'évolution là-dedans, puisque viendront s'ajouter d'autres outils Power à la suite des outils Power. Donc Power View, Power Map, et on a toujours donc Power Pivot et Power Query. Pour Power View, il faut Silverlight. On le verra tout à l'heure d'ailleurs, puisque bon, je vous ai préparé aussi une petite démo avec des machines virtuelles que j'ai reconstituées avec différentes versions d'Excel 2010, 2013, 2016 et 2021. Et donc, on verra un petit peu comment se situent ces outils dans Excel. Toujours pareil, Power Query est disponible en téléchargement pour l'associer avec, et Power Pivot également. Suivante. Donc, les différents outils que l'on va avoir dans Excel à partir de Excel 2013, on a Power Pivot avec un onglet spécifique qui contient la modélisation des données. On a Power Query qui nous permet donc de pouvoir se connecter à une source de données et d'effectuer des transformations sur notre source de données. Et ensuite, on a Power View qui nous permet de réaliser donc les graphiques et de visualiser les données. Alors là, je l'ai mis dans un ordre un peu chronologique, puisque Power Pivot est arrivé en premier, puis Power Query, puis ensuite vient s'ajouter Power View à cela. Mais en fait, dans un ordre plus ETL, où on va d'abord extraire les données, les transformer, les charger ensuite dans le modèle et puis créer les visualisations. Ce serait plutôt Power Query en premier, Power Pivot ensuite pour modéliser nos données, et Power View pour la réalisation des représentations graphiques de ces données.
chacun a son onglet dédié dans le ruban. Ce qui va évoluer par la suite, puisqu'on va voir que sur les versions suivantes, on n'aura plus tous ces onglets. Suivante. Dans Office 2006, on a une évolution assez importante, puisque d'une part, maintenant, Power Query fait partie de Excel. On n'a plus besoin de le télécharger. Power Pivot également, bien sûr, c'est toujours disponible. Et Power View, par contre, va être un petit peu caché derrière. On le verra par la suite. Donc, Power Query, par contre, va être un petit peu caché, n'aura plus son onglet dédié. Ça va être un petit peu caché dans le menu Données, où là, on va avoir un nouveau bouton qui va être, comment ça s'appelle? Nouvelle requête. Ça s'appelle Nouvelle requête. Et donc, quand on va faire une nouvelle requête, ça va ouvrir Power Query, et là, on va pouvoir se connecter à une liste qui est assez intéressante pour l'époque, mais qui va se gonfler au fur et à mesure avec des nouveaux outils, enfin des nouvelles bases de données auxquelles on va pouvoir se connecter. C'est vrai que le terme Power Pivot a évolué dans le temps également, comme l'a mentionné Philippe. C'était au début en un mot, Power Pivot, et puis par la suite, ça a évolué en deux mots, Power Pivot, et puis on a pu voir que toute la suite des produits qui sont associés s'appellent tous Power quelque chose. Suivante. Donc Power View, effectivement, devient un peu moins visible, on va dire, puisqu'il n'y a plus déjà de possibilité de créer depuis le ruban, ou en tout cas, tel que le ruban est on ne peut pas accéder à Power View. Toutefois, le complément com reste disponible, et donc on peut toujours utiliser Power View. Par contre, il faut personnaliser le ruban et ajouter Power View donc sur un onglet en personnalisant le ruban. Donc Microsoft cherche un petit peu à diminuer son importance, à le cacher. Je pense que ce n'était pas des plus optimums. Et voilà, Microsoft le met un petit peu en arrière-plan en tout cas. Suivante. Dans Microsoft 2016, on va avoir aussi un autre outil qui est mis à disposition de la suite des outils Power, puisqu'on a Power Map, qui devient carte 3D. En fait, vraiment, ça n'a pas vraiment apparu sous le nom de Power Map. Le complément com qui est activable dans Excel s'appelle Power Map. Par contre, dans le ruban, au niveau du menu insertion, on va le retrouver sous le nom carte 3D. Donc, c'est cet outil-là qui est voilà, Power Map qui permet de créer des cartes 3D dans Excel. Suivant. Ensuite, dans Office 2021 et Microsoft 365, on va retrouver Power Query donc derrière le bouton Obtenir des données. Donc là aussi, le bouton qui permet d'accéder à Power Query, enfin la dénomination du bouton change un petit peu. Avant, on avait donc Nouvelle requête, maintenant c'est Obtenir des données, toujours au niveau de l'onglet Données. Et ça permet donc d'accéder à Power Query. On n'a plus d'onglet spécifique Power Query pour ça. Pour Power Pivot, on va le trouver accessible aussi depuis l'onglet Données. Quand on va cliquer sur le bouton Power Pivot, ça va nous ouvrir un onglet dédié. Où là, on va avoir toute une suite d'actions que l'on peut faire avec Power Pivot. Les deux outils Power Query et Power Pivot sont des applications internes à Excel qui, lorsque on les active, ouvrent une autre fenêtre interne à Excel. On peut accéder à ces outils que par l'intermédiaire d'Excel. Au passage, Power Pivot a eu aussi un équivalent dans SharePoint, et donc il y avait possibilité de créer une connexion à une source de données depuis SharePoint en activant donc l'outil Power Pivot.
C'est vrai que Philippe l'avait mentionné un petit peu tout à l'heure. J'ai essayé d'activer un site SharePoint avec Power Pivot. Toutefois, ça n'a pas fonctionné. Il y a une certaine complexité à mettre en place. Donc ça, je n'aurai pas pour la démonstration. Par contre, j'aurai les outils Excel, donc à partir de 2010 jusqu'à 2021, à démontrer. Suivant. Alors, PowerView reste toujours disponible dans Office 2021. Mais caché, comme je le disais tout à l'heure, voilà, il reste un petit peu disponible, mais vraiment plus difficilement accessible. Il faut aller personnaliser le ruban, le retrouver dans la longue liste de tous les boutons et fonctionnalités qui sont accessibles et l'ajouter donc dans un nouveau groupe d'un onglet du ruban. Par contre, on ne va pas le retrouver dans Microsoft 365. Ça, donc, si vous avez Excel pour Microsoft 365, ce ne sera pas dedans. Et on arrive à la démo. Donc, je vais partager mon écran. Et on va aller retourner donc en 2010. Là, ça. Je vais. Voilà. Donc, on peut voir qu'on est dans. Eh ben, on est de retour en 2010. On est dans Windows 7. Et là, j'ai ouvert Excel 2010. Et donc, on est au niveau de l'onglet Données. Ce que l'on avait à l'époque pour se connecter à une source de données, c'était MS Query. Donc, on pouvait avoir voilà, Microsoft Query qui nous permettait de nous connecter à des sources de données et de faire quelques requêtes, éventuellement quelques transformations. C'était surtout du langage SQL qui était utilisé pour faire un peu de transformation. Mais ce n'était pas très pratique, un petit peu fastidieux. Et je pense que ce n'était pas très connu de la part des utilisateurs, enfin du plus grand nombre d'utilisateurs d'Excel. Pas aussi puissant en tout cas que Power Query. Alors pour pouvoir ajouter Power Query, il fallait télécharger donc des add-ins, aussi bien pour Power Pivot que pour Power Query. Donc pour l'instant, je ne les ai pas installés. Je vais peut-être d'abord fermer Excel. On va activer les outils. Voilà, donc on va installer Power Query. Et on va faire de même avec Power Pivot. Voilà, c'est terminé. Power Pivot également. Et on va retourner dans Excel pour voir donc Excel avec ces deux nouveaux outils. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a que l'assistant d'installation installe Microsoft SQL Server 2012 pour Power Pivot pour Excel. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le nom était, puisque Power Pivot d'abord est apparu dans SQL Server 2008, ensuite associé à SQL Server 2012. Et donc, l'outil est sorti pour la première fois avec le nom Microsoft SQL Server 2012 Power Pivot pour Excel. Excel. Voilà, donc on est sur une vieille machine, Excel 2010. Maintenant, on a les onglets qui sont disponibles, Power Pivot, Power Query. Et donc, on avait en coexistence la possibilité de faire une connexion Microsoft Query, la version ancienne, et puis la version un peu plus moderne avec Power Query et les quelques fonctionnalités qui existaient à l'époque et les peu de connexions qu'il y avait mises à disposition à l'époque. On voit que ça s'est beaucoup étoffé entre-temps, puisque là, on n'avait bon, que des sources Microsoft et assez restreintes en général. Et donc, ça a beaucoup évolué par la suite.
On va passer sur une machine un peu plus moderne. On va passer sur du 2013. Là, donc, pour 2013, j'ai déjà installé Power Query, qui est disponible donc toujours en téléchargement et installé. Par contre, pour Power Pivot, on va le retrouver au niveau de, si je ne me trompe pas, ça va être un complément com. Voilà. Allez. On peut activer donc d'une part Power Pivot pour Excel. C'est disponible en tant que complément com et donc activable sur demande. Power View également, donc c'est le nouveau venu dans la série des Power. On va les activer et donc ça va nous donner un onglet supplémentaire pour Power Pivot qui va nous permettre de pouvoir créer nos modèles de données. Et au niveau de l'affichage, on va aller dans Insertion. Voilà, depuis le menu Insertion, on va trouver Power View qui va nous permettre de créer une interface graphique de nos données. Alors, pour pouvoir activer Power View avec Excel 2013, il faudrait installer Silverlight. J'ai essayé d'installer Silverlight, mais comme c'est plus supporté du tout et que c'est obsolète, ça n'a pas dû fonctionner, malgré avoir une machine adaptée. C'est un Windows 2012, ça ne fonctionne pas pour autant. En tout cas, voilà, on a nos 3 outils qui sont disponibles. Power Query, donc pour faire une connexion à partir d'une source de données assez diverse. Je pense qu'on a des sources de données peut-être qui sont enrichies un petit peu, ou des fonctionnalités enrichies. Power Pivot pour pouvoir créer notre modèle. Et on a Power View qui est ici donc pour pouvoir créer notre présentation graphique. Et toujours, on doit avoir... alors ici, je n'ai pas la carte 3D, mais la carte 3D est également disponible ici. On va monter un petit peu donc en... David, Oui. juste, reste dessus. Juste un truc que Microsoft avait tenté dans cette version d'Office et qui a été largement décrié. C'est un détail que les gens n'ont pas du tout apprécié. C'est que tous les titres d'onglet étaient mis en majuscules. Et ça n'avait pas du tout marché. Et ils se sont vite dépêchés dans les versions suivantes à le supprimer, ce truc-là. Oui, c'est vrai qu'on remarque l'évolution au fur et à mesure des années. En 2010, c'est vrai qu'on avait du première lettre en majuscule, ensuite du minuscule. 2013, on avait tout en majuscule, effectivement. Et puis ensuite, on va passer sur du 2016, où là, on revient sur du première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Et donc, dans cette version 2016, on a donc, Power Query, donc, qui n'est plus accessible en tant qu'un onglet, mais qui devient partie intégrante de l'onglet données, où là maintenant, Power Query remplace presque, côtoie en tout cas, côtoie MS Query. Donc MS Query, pour la dernière fois, va être présent ici, depuis le menu. Mais juste à côté, on a Nouvelle requête. Donc on a presque ancienne requête et nouvelle requête. Et donc la nouvelle requête se fait à partir de Power Query. Donc là, on retrouve les quelques sources qui étaient disponibles à l'époque. On voit que ça s'est enrichi puisqu'on a des bases de données IBM qui sont venues dans la liste. Oracle également, Postgre, etc. Donc la liste s'étoffe un petit peu des connexions aux sources de données qui sont disponibles. On a toujours notre onglet Power Pivot qui est disponible et on a au niveau du menu insertion notre carte 3D, voilà, qu'on peut construire à partir d'ici. Donc ici, même chose, Power View n'est pas disponible, mais si on fait un clic droit sur le ruban et qu'on essaye de personnaliser le ruban, on va pouvoir trouver dans la liste de toutes les commandes Power View qui va être disponible et qu'on peut ajouter, voilà, je l'ai déjà ajouté, on peut l'ajouter donc dans un groupe personnalisé, le bouton Power View. Hop, si on va en bas. Voilà, il est quelque part là-dedans. Je l'ai déjà ajouté ici au niveau du menu. Comme ça, on peut personnaliser et ajouter éventuellement Power View si on a toujours Silverlight actif. On va monter un petit peu plus dans les années. On arrive en 2021. Là, donc, j'ai aussi
un Windows plus moderne et on a l'une des dernières versions disponibles, donc c'est à peu près l'équivalent de Excel pour Microsoft 365. On va retrouver ici, au niveau des données, la possibilité d'utiliser Power Query via le bouton qui maintenant s'appelle « Obtenir des données ». Et donc, on va retrouver Power Query dedans. Et là, on n'a plus du tout MS Query qui est absent complètement. Et donc, Power Query vient supplanter l'ancienne application de connexion à des sources de données, MS Query. Et donc, la seule façon de pouvoir faire des requêtes, c'est maintenant Power Query. Power Pivot est disponible à partir de ce petit bouton ici, dans le menu toujours données. Et quand on clique dessus, ça va nous permettre d'activer le complément COM et de faire apparaître l'onglet Power Pivot. Power View, comme on l'a vu tout à l'heure dans les slides, n'est plus disponible, enfin, n'est plus visible dans le ruban, mais toujours donc en personnalisation du ruban. Par contre, dans Excel pour Microsoft 365, on ne retrouvera plus du tout Power View. Voilà, donc en tout cas, Power Pivot qui s'est ouvert et qui reste accessible à partir de l'onglet ici. Depuis le menu insertion, on a toujours notre carte 3D qui est disponible. Donc qui fait partie des compléments comme Power Map, mais qui apparaît sous le nom de carte 3D. Voilà en tout cas pour l'évolution des versions d'Excel, et notamment des outils qui en sont associés à Power BI et qui sont disponibles dans Excel. Power Pivot pour la première apparition de cet outil, Power Query ensuite, qui est venu s'intégrer à Excel 2010, puis Power View et Power Map, et ensuite la disparition petit à petit de Power View, et en même temps, en parallèle, si on reprend nos slides, en parallèle, on va avoir l'apparition de Power BI à partir de 2013, il me semble. Si on reprend tout ça. C'était la démo. Voilà. Donc, Power BI en parallèle se développe et on a une première version à partir de fin 2013 qui est Power BI pour Office 365. Juste avant de prendre le nom Power BI pour Office 365, il y avait un projet qui était disponible sous le nom de Crescent dans SQL Server. Et donc, c'est ce projet qui, par la suite, est devenu Power BI pour Office 365 en 2013, donc il y a 9 ans. Et il y a une version 2 qui a été mise à disposition en version autonome à partir de juillet 2015. Et donc, c'est la version telle que nous la connaissons aujourd'hui qui a évolué entre-temps et qui s'est améliorée au fur et à mesure des années. Voilà, et donc Power BI est le résultat de l'agrégation de Power Pivot, Power Query qu'on retrouve dans Power BI, d'ailleurs ça c'est clair, Power View et de Power Map. Était jusqu'à présent disponible dans Excel et partiellement dans SharePoint. Et on retrouvait également un petit peu Power Pivot, Power View dans SharePoint. Voilà, je vais laisser la main à Philippe pour continuer et terminer. D'accord. Je vais partager les slides, si vous voulez bien. Ça arrive, voilà. Hop. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est tout bon. Ah, je vais même afficher ma trombine, tiens, tant qu'à faire. Pour les dernières slides, je vais pas. Petite précision, Power View, dans SharePoint, il y avait au départ besoin de Silverlight et ils ont essayé de migrer. Alors, ils ont fait une tentative qui n'a pas forcément été au bout. En fait, elle était fonctionnelle, mais c'était presque une preview. Je crois qu'elle n'est pas passée release. C'était d'interpréter l'affichage Power View en HTML5.
Alors pour la petite histoire, pour Silverlight, hein, pour ceux qui s'en souviennent, c'était à l'époque, il y avait tous les jeux étaient développés sur les navigateurs en Flash, Adobe Flash, et Microsoft voulait aussi sa part de gâteau, il avait développé Silverlight, mais depuis quelques années, Silverlight n'est plus supporté du tout, au profit de HTML5. Alors, un petit point. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit que ça marche encore chez lui. Il a encore du Silverlight qui fonctionne, ça c'est pas mal. Allez, on va faire un petit point un peu de tout ça. On va élargir un petit peu le Power BI. Sous Edge, en plus. Il y a du Silverlight sous Edge. Ah, je suis curieux. Ah oui, en mode entreprise, c'est-à-dire compatible à Internet Explorer. Alors, Power Query, bah, c'est le TL personnel, hein, vous l'aurez compris. On le trouve dans Power BI Desktop, on le trouve dans Excel. On va trouver aussi une autre implémentation de Power Query qui s'appelle Power Query en ligne, qui a comme particularité d'être plus. Ils essaient de le réécrire, ce module Power Query. Je vous l'avais dit tout à l'heure, sur les postes de travail, il est développé en .NET. Ils essaient de le porter en Spark et de profiter des clusters, c'est-à-dire d'avoir plusieurs nœuds parallèles pour exécuter les transformations pour les très très grands volumes. Alors, on va je crois que j'ai. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Power Query? Ben voilà. En haut, vous avez les 4 grandes familles de Power Query qui est recensé par Microsoft. Et là où on le retrouve, partout où vous voyez oui, ben on le trouve on va le retrouver dans Excel pour Windows, pour Mac, dans Power BI, dans Power Apps, dans Power Automate, dans Power BI Report Server. On va le retrouver dans Azure Data Factory. On va le retrouver dans SSIS. Il y a un module qui existe maintenant dans SSIS. On va le retrouver dans SSAS en point d'entrée. On va le retrouver aussi, il me semble aussi, tiens, ils auraient pu aussi marquer le pendant de Analysis Services, Azure Analysis Services aussi, qui doit être dedans en entrée. On le retrouve aussi dans Customer Insight, qui est dans la famille dynamique. Vous voyez, donc Power Query, il est vraiment partout. Et on va le retrouver aussi un autre module, alors je vous le cite pour mémoire, un autre TL dans Azure qui s'appelle Azure Data Factory, et qui utiliserait aussi, soit vous l'utilisez en tant qu'ordonnanceur, avec un peu de transformation, soit vous avez carrément Power Query Online à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ça, c'était la partie Power Query. Maintenant, on va regarder un peu le côté modèle, hein, le SSAS. Donc le modèle Power BI, qu'on appelle Power Pivot, mais c'est aussi SSAS, puisque ça va Analysis Services, il est dedans. Alors, si vous avez besoin de monter en puissance, ben, on va abandonner le moteur SSAS, on va faire du SQL pur, mais avec 60 nœuds, 60 machines qui vont tourner en même temps, avec un stockage column store. Donc on va retrouver encore du Vertipack là, ou du VX Velocity, vous l'appelez comme vous voulez, mais on va avoir le stockage en column store, et ça s'appelle Azure Synapse Analytics, où on va pouvoir faire de l'agrégation beaucoup plus performante, on va pouvoir faire des montées de version, même au-delà de ce que peut faire Power BI Premium. Alors, Nicolas Grégory, il me pose la question de AAS, Azure Analysis Services. Ben, en fait, vous allez un peu vite, puisque c'est ma dernière ligne de cette slide. Je l'ai écrit, un avenir incertain. Microsoft, régulièrement dans les blogs, je ne sais pas si vous lisez, mais vous dit qu'aujourd'hui, Azure Analysis Services, qui ne fait que du tabulaire, donc c'est l'implémentation dans Azure de SSAS, ben, Microsoft dit maintenant, si vous voulez faire, n'utilisez plus Azure Analysis Services, on ne va pas vraiment le faire évoluer, utilisez plutôt Power BI Premium, parce que vous allez retrouver la même chose, presque la même chose, il y a encore quelques petits écarts, mais progressivement, ils réduisent les écarts, et utilisez Power BI Premium, vous ferez la même chose, en mieux, plus fort, etc. Sauf que j'aurais tendance à dire, peut-être pas forcément au même prix. Hein. Le prix d'entrée de AAS, c'est 250 € par mois, alors que vous savez que le Power BI, c'est 4000 €, voire plus par mois. Voilà. Et maintenant, pour la partie un peu plus rendue, je vous ai donné pour rappel, Microsoft ne pouvait pas se contenter dans Power BI Service, notamment, d'afficher que de l'interactif, hein, le Power BI visuel tel qu'on le connaît. Il leur fallait quelque chose un petit peu plus de rapport dit de masse. Eh ben, ils ont pris ce qu'ils avaient sous le pied. C'était SSRS. Donc, les fameux rapports paginés, c'est tout simplement l'implémentation de SSRS en Power BI Service.
D'ailleurs, c'est les mêmes outils de développement, c'est quasiment le même fichier que vous déployez donc pour faire les rapports paginés, c'est le même moteur probablement. En tout cas, il y a des énormes similarités, ils l'ont adapté à la marge. Et OK, pour BI Service, vous savez que c'est bien, mais c'est que dans le cloud, il y a quelques sociétés qui exigent de pouvoir ne pas aller dans le cloud pour des raisons de confidentialité, etc. Et il existe donc une version installée chez soi qui s'appelle Power BI Report Server. Et bien, qu'est-ce que c'est? C'est du SSRS, SQL Server Reporting Services, dans lequel on a monté un peu au chausse-pied Power BI. Donc la partie visuelle, à vous d'installer. Excellente question, Nicolas. On répondra un peu plus tard. On va lancer le débat. Donc voilà. Donc vous avez, comme quoi SSRS n'est pas forcément totalement mort. Il fonctionne aussi en standalone. Il est toujours maintenu comme SSIS, SSAS et SSRS sont maintenus dans SQL Server 2022, qui va sortir d'ici quelques semaines. Mais globalement, la vie de SQL Server de la version 2000, par exemple, est toujours de beaux jours devant elle, puisqu'on retrouve les mêmes briques qui sont là. Voilà. Et on va essayer de se tourner vers l'avenir. Alors, on ne va pas débattre, on ne va pas lancer des grandes discussions. Aujourd'hui, c'est des notions comme data lake ou du data mesh. Voilà, donc ce sont des notions qui montent de plus en plus en puissance. Le lakehouse sont plutôt déjà en place. Data mesh est vraiment plutôt une nouvelle façon pour Microsoft de communiquer. Et si on veut faire de la BI aujourd'hui, on a Azure Synapse Analytics comme brique. On a Purview qui est un catalogue pour recentrer les données, et Power BI Desktop, Power BI Service par rapport à ça. Voilà, on en a fini. On va ouvrir les questions. Il y en a, j'en ai noté une tout de suite de Nicolas Grégory. Quid de l'avenir on-premise de ce type d'outil? Est-ce que vous parliez de la partie Excel? Alors, c'est à la fois SSRS, SSAS, Report Server, et évidemment le devenir des composantes Power au sein d'Excel, puisqu'on voit bien qu'historiquement, on a commencé par du Excel, donc on va dire du fonctionnement on-prem, et qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur des technos cloud, enfin sur du Azure. Donc en fait, on se demande si la stratégie de Microsoft, c'est pas de gentiment nous préparer un petit peu à du fonctionnement full cloud. On le voit dernièrement avec les data marts sur Power BI, où on se rend compte qu'on de plus en plus, on crée de bout en bout notre petit rapport Power BI, notre base de données, notre data mart entièrement sur du cloud. Donc, quel est l'avenir du on-prem sur ce genre d'outil? Est-ce qu'en termes de performance, je revenais un petit peu sur la notion de performance, est-ce qu'en termes de performance, à un moment donné, on ne va pas se dire, finalement, du full cloud, ce sera plus performant? Et est-ce que c'est la stratégie de Microsoft? Est-ce que finalement, c'est un devenir? Ou est-ce que par des concepts de rétrocompatibilité, encore une fois, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui restent encore sur du on-prem, non pas que pour des raisons de confidentialité, mais aussi pour les questions de compatibilité avec ce qu'ils ont déjà, etc., enfin, compétences, etc., en interne. Parce que finalement, Microsoft ne se dit pas, on garde quand même du on-prem, mais on ne le fait plus trop évoluer pour que les entreprises restent quand même dessus, ils ne partent pas complètement sur d'autres solutions. Mais par contre, c'est le cloud qui va devenir vraiment le must-have pour ceux qui veulent partir sur de la BI aujourd'hui. Alors, effectivement, votre question est très dense. Elle est complexe, oui. Elle est très dense. Globalement, il faut savoir une chose, d'un point de vue financier, Microsoft est une société financière, on ne va pas s'en quicher, ils sont là pour faire du profit, comme n'importe quelle société. Aujourd'hui, leur plus grand profit, ça reste le cloud. La facturation à l'abonnement, c'est ce qui marche très bien pour eux. On ne va pas le dénigrer. C'est le choix qu'ils font et ils continuent là-dessus, etc. Donc, ils vont effectivement avoir tendance à pousser de plus en plus le cloud. Et puis, je pense aussi, ça fait partie pour une entreprise aussi des choses intéressantes parce que s'allouer des ressources, les démonter quand on n'en a plus besoin, c'est quand même plus facile que c'est plus facile que d'acheter du matériel, de surdimensionner en fonction des besoins. Donc là, on peut consommer une machine pendant 10 minutes et l'arrêter. Hein. Je pense à des cluster Spark, etc., pour ne citer que celui-là qui me vient à l'esprit.
Mais pour les entreprises, c'est intéressant et pour Microsoft aussi. Maintenant, ils vont pas supprimer Excel. Soyons clairs, il y a presque 1 milliard d'utilisateurs mensuels d'Excel. En tout cas, ils en sont pas loin. Il me semble que les derniers chiffres, c'est 870 millions d'utilisateurs quotidiens ou récurrents d'Excel. Donc, ils ne vont pas les supprimer. Puis, il y a surtout il y a un gros background derrière, les gens savent, etc. Et je pense que Power View disparaît puisqu'il n'est pas adapté sans Silverlight. Donc, celui-là, on va l'oublier. Power Query et Power Pivot, donc le moteur SSAS, sont là, ils resteront à mon avis longtemps pour faire des traitements parce qu'il y a des sociétés qui l'utilisent abondamment, surtout Power Query. Aujourd'hui, ça devient un incontournable et d'ailleurs, ils font en sorte de faire disparaître les notions de Power Pivot et Power Query. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, quand ils renomment Power Query en Get and Transform, c'est-à-dire obtenir et transformer, hein, c'est l'onglet, ils font attention de faire disparaître ces notions qui sont peut-être un peu effrayantes pour des utilisateurs lambda. Donc, à mon avis, ça va rester. Map 3D, c'est peut-être un peu. C'est dommage, c'est un très très bon produit à l'époque, que j'utilise plus du tout, mais ça m'a rappelé des souvenirs, peut-être que je vais le réutiliser, qui faisait des cartes vraiment magnifiques en 3D. Et c'est un peu dommage que ça s'est un peu oublié. Voilà. Les outils on-prem, SharePoint, SQL Server ne sont pas prêts de disparaître. D'ailleurs, Microsoft continue à investir pas mal sur SQL Server. Alors plutôt le moteur SQL Server 2022, mais très peu sur SSAS, SSIS, SSAS. C'est vraiment, les développements sont vraiment à la marge, pour pas dire carrément, quasiment arrêtés. Mais c'est plutôt pour des raisons de compatibilité qu'ils vont les garder et forcer forcément les gens à aller sur le cloud parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi c'est aller vers des meilleurs revenus pour eux par rapport à ça. Je ne sais pas, Nicolas Grégory, si j'ai répondu à toutes les questions. Oui, j'avais juste une remarque sur Power Pivot dans Excel. Est-ce que finalement, avec l'arrivée de Power BI, l'arrivée d'un petit peu de la simplicité aussi du cloud, avec Datamart, etc., est-ce qu'il y a un avenir pour Power Pivot dans Excel, sachant qu'aujourd'hui, qui fait du Power Pivot dans Excel sans nécessairement se dire est-ce que je ne le ferais pas mieux dans Power BI? Power Query, il n'y a pour moi aucun débat parce que ça reste de la transfo et qu'une transfo dans Excel, ça remplace évidemment MS Query et consorts. Mais pour Power Pivot, voilà, autant Power View, et ça me semblait logique, mais Power Pivot, je me demande si à un moment donné, ça ne va pas tranquillement disparaître pour n'être que dans Power BI, et puis bien entendu, tout ce qui est analysis services. Probablement. Non, vous avez totalement raison. Ça va disparaître à mon avis, puisque aujourd'hui, vous pouvez vous connecter à n'importe quel dataset, n'importe quel jeu de données Power BI à partir de Power Query ou peu importe. Donc aujourd'hui, vous avez les boutons, vous acquérir les données directement depuis Power BI. Donc oui, probablement que ça va disparaître, oui. Je pense que vous avez raison. Ouais, je voudrais aussi réagir par rapport à Power Query. Et dans le sujet voilà, on-prem, online, on a une version Power Query online via Data Factory, par exemple, et également d'autres outils. On a les Power BI Dataflow également, hein, qui permettent de faire des connexions à une source de données et une transformation. Donc, en tout cas, on a une version Power Query on-prem et une version online. Par contre, la version online n'est pas aussi complète que la version on-prem et ne remplacerait pas entièrement la version on-prem. Pendant un certain temps, c'était encore en pré-version, voilà, et pas entièrement stable. Donc, ça évolue doucement vers du cloud, mais ce n'est pas encore entièrement performant. Concernant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Excel se rend de plus en plus performant avec l'analyse des données en ligne, enfin, je veux dire, la version cloud, puisque dernièrement, ils ont inclus aussi la possibilité de se connecter à des jeux de données Power BI depuis Excel Online, alors qu'avant, on avait la possibilité que sur du desktop version. Et donc maintenant, on peut construire des tableaux croisés dynamiques à partir de jeux de données Power BI dans Excel Cloud, par exemple. Donc il y a une évolution aussi de ces outils vers le cloud.
Oui, alors je me souviens, quand est sorti Power Pivot pour Excel, Microsoft faisait des démonstrations en pagaille pour montrer comment un simple ordinateur portable de l'époque, hein, donc en 2014, peut-être 2015, comment traiter 20 millions de lignes. Alors, sachant qu'Excel ne dépassait plus, je ne sais plus si c'était les 300 000 lignes à l'époque. Depuis, ils ont porté les lignes à 1 million, mais à l'époque, je crois qu'on était encore limité à 300 000 lignes. Comment agréger les données, les afficher plusieurs dizaines de millions de lignes. Je crois que les démonstrations que je me souviens, c'était 20 millions de lignes, les agréger et de voir des temps de réponse qui étaient extrêmement rapides. Mais oui, mais je pense qu'effectivement, vous avez raison, à mon avis, Microsoft voudrait bien supprimer ce Power Pivot. On peut aussi citer que SharePoint existe en version 2019 et je ne suis pas certain qu'il y aura une version future. Parce qu'il y a eu Office 2021, mais il n'y a pas eu un SharePoint 2021. Donc, c'est aussi quelque chose que Microsoft voudrait bien supprimer. Un petit mot là, on avait teasé un peu sur Internet que David s'était lancé dans le montage d'un SharePoint on-prem et il va vous donner le résultat de sa tentative. Juste pour la petite histoire, hein, pour ceux qui n'ont jamais fait, n'essayez même pas. C'était d'une complexité SharePoint on-prem, mais incommensurable, hein. Il y avait des tas de paramètres à faire. Il fallait s'y prendre une semaine, 15 jours avant pour pouvoir le monter, mettre les différentes options en place, etc. On n'était jamais vraiment sûr que ça marche. Alors David, ça a donné quoi ta tentative? J'ai essayé d'installer effectivement sur des différentes machines l'ensemble des outils nécessaires à installer SharePoint. C'était quoi, version 2012, il me semble. Et donc, bon, l'installation s'était faite correctement, mais par contre, après, dès que j'ai voulu installer le complément Power Pivot pour SharePoint, c'est là où ça a bloqué. Il y a eu quelques problèmes pour installer cet add-in, quoi. Donc, c'est là où il y a eu le problème. Oui, je maintiens, c'est très compliqué de monter un SharePoint. D'ailleurs, la première chose qu'ils font maintenant, en tout cas en 2016, 2019, surtout SharePoint 2019, et puis surtout SharePoint Online, c'est qu'ils ont supprimé 80% des fonctionnalités exotiques, et Dieu sait qu'il y en avait. Et ils sont revenus à vraiment un portail de gestion, d'affichage, etc., en utilisant au maximum des web parts beaucoup plus simples que ce qu'elles étaient avant. Donc, je ne suis pas surpris que tu aies du mal, David, c'était compliqué, ça. Nicolas, dans le chat, précise que pour les utilisateurs Mac, tablette numérique, pour pouvoir utiliser Power, les produits Power, ben, écoutez, il y a un peu de Power Query sur Excel pour Mac. Power Pivot n'y est pas. Les autres modules n'y sont pas. Power BI n'y est toujours pas. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas si Microsoft le pense. Moi, je pensais qu'avec le système Electron ou des choses comme ça pouvait le faire. Mais même le Power Query, alors, il faut savoir que le Power Query pour Excel pour Mac a beaucoup moins de connectivité que ce qu'il y a dans Power BI, dans Power Pivot, dans Excel, mais pour Windows. Beaucoup de drivers, de providers, on utilise le mot, de pilotes pour se connecter, n'ont jamais été développés ou très peu développés pour Mac, ce qui doit être aussi un élément limitant des fonctionnalités offertes dans Power Query sur les Mac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rendez-vous dans 10 ans, certains. Et d'autres disent, Laurent nous dit, chaque fois que vous me dites, vous me faites peur, j'ai l'impression de bosser 10 ans en arrière, j'ai un SharePoint 2013. Ah oui, mais alors, j'ai regardé, hein. Paradoxalement, j'étais surpris, mais effectivement, ça avait du sens. SharePoint 2013 est toujours supporté par Microsoft, mais à mon avis, il le sera plus longtemps, puisque généralement, le support Microsoft, c'est 10 ans. Donc malheureusement, je pense que Laurent, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir vous poser la question de migrer votre SharePoint vers du 2016 ou 2019. Donc quelqu'un d'autre nous dit la migration SharePoint 2007 vers 2010, c'était une horreur. Oui, je veux bien le croire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques?
Peut-être Jean-Pierre, je ne sais pas si tu es encore là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez regardé le chat tout à l'heure, Jean-Pierre nous a montré un article de son site blog où il détaille Data Explorer, le codename Data Explorer. Et moi, je vais réserver la surprise aussi à Jean-Pierre. Ce matin, je vais retrouver un forum où il posait la question si on pouvait renommer les colonnes après avoir utilisé une fonction pivot. Je ne sais pas si Jean-Pierre, tu es encore là. Peut-être qu'il a dû nous quitter. Non, je pense qu'il est parti. OK. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Gaël, dis-moi, c'est quoi ta question? Et la réponse sur ce renommage. Ah, tu veux voir la réponse? La réponse était oui. Attends, je vais chercher j'ai une slide cachée là-dessus. Est-ce que je vais la retrouver? Est-ce que vous voyez? On voit quoi, David, là, à l'écran? Oui, on voit le slide de la question de Jean-Pierre, en fait, sur le forum. Alors, c'était pas un pivot, pardon, c'était un pivot et le responsable produit de l'époque répond oui. Bon, je crois qu'on peut arrêter l'enregistrement. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette session.